Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Je voudrais revenir un peu sur les propos du grand frère Kolani. Vous savez, j'ai un profond respect pour tout homme qui prend la défense des innocents, qui prend la défense des faibles, qui prend la défense des opprimés. Si vous êtes vraiment un homme normal et quand un seul individu dans la société est persécuté, triché, opprimé, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Monsieur Kolani, le travail que vous faites et celui de beaucoup de Togolais va au-delà de la simple politique, qui est l'affaire de la cité, oui. Mais vous faites un travail qui va au-delà de la politique. Vous faites un travail humanitaire, humaniste, en défendant tout simplement la dignité humaine, fondée sur les valeurs et les principes. Je reviens sur la position de Socrate qui dit dans toute action que l'homme doit poser, il faut mettre l'homme au centre de ses préoccupations. Parce que vous me permettez de faire cette petite parenthèse. Au départ, la philosophie était cosmocentrique, c'est-à-dire elle fondait sa réflexion sur l'univers, le monde, le cosmos. C'est par Socrate que la philosophie est devenue anthropocentrique. Anthropo, c'est l'homme, mettre l'homme au centre de ses préoccupations. Cette digression pour dire que tout acte que nous voulons poser, il faut mettre l'homme de ses préoccupations. Quand vous gérez un pays et que ceux qui pleurent dépassent de loin ceux qui rient, ça veut dire que vous avez échoué. Je reviens sur votre intervention, faisant cas de mon intervention sur Tempo Africa, sur le dossier des incendies des marchés. Mes frères et moi, au nom de Dieu et au nom de nos ancêtres, et au nom de la dignité humaine, et en tant que Bassar, nous faisons appel à nos ancêtres de nous rendre justice. Et nous ne sommes pas prêts à céder et à pardonner aujourd'hui ni demain ceux qui nous ont fait arrêter injustement. Et nous demandons à nos ancêtres et aux mains de nos ancêtres de trancher sur ce dossier pour nous rendre justice. Nous sommes Bassar et nous sommes fiers de l'être. Même si le préfet Bakali a dit en le 6 août 2012 devant le directeur Traoré, paix à son âme, que Nabouja est Bassar. S'il veut faire la politique d'aller à Bassar, sinon je vais le casser la tête. Je dis aujourd'hui et maintenant que nous sommes Bassar. Nous n'avons pas choisi d'être Bassar et nous sommes fiers de l'être. Nous trois Bassar, le grand frère Napotian, le petit frère Napotian, moi Nabouja. Ce n'est pas à cause de lui que nous allons renoncer d'être Bassar. Nous n'avons pas choisi d'être Bassar, mais nous sommes condamnés d'être Bassar. Le Bassar ne peut pas brûler un marché. Quand nous avons été arrêtés, eux-mêmes, tous les arguments qu'ils avançaient, aucun argument ne tenait. Premièrement, ils disent que selon leur enquête, le 24 décembre 2012, nous étions à Lomé, au siège de l'ANC où nous avons tenu la réunion. Et après la réunion, on nous remet 1 500 000 et nous sommes allés au cimetière de Kamalodo pour nous avoir fait des préparations mystiques où on devait disparaître quand on brûlait les marchés. Voilà les propos des hommes qui sont appelés à faire des enquêtes objectives. Mais à leur grande surprise, le jour-là, effectivement, ça prouve à suffisance qu'ils suivent nos mouvements. Le petit frère Napotian, qu'ils ont enlevé le 23 janvier 2013, sur l'appel du lieutenant Thiam, m'a sollicité de l'amener à Kanté. Je l'ai amené pour chercher son casier judiciaire. Il avait des preuves à l'appui. Heureusement, moi aussi, j'ai envoyé de l'argent à ma maman, à l'UTB, Kanté, le jour-là. C'était une preuve tangible pour nous faire libérer immédiatement. Mais comme les intentions étaient ailleurs, on m'a jeté dans la cellule où j'ai découvert mon petit frère que nous avons cherché à Kara durant 48 heures. Parce que juste après l'appel du lieutenant Thiam, le petit frère, ils l'ont jeté dans la cellule sans lui donner la chance d'appeler un seul de ses parents pour leur signifier qu'à l'instant T, j'étais entre les mains de la gendarmerie. Voilà comment fonctionnent les choses dans notre pays. Et
Vous l'avez souligné un cas. Les propos du sous-brigadier Tcharier. Je ne vais pas oublier aujourd'hui. Si la justice ne nous a pas été rendue. Kaming Piabalo, arrêté le 25 janvier avant moi. C'était le même jour, mais lui, il était arrêté avant moi. Parce que quand on m'a appelé, je suis venu le retrouver. Menotté par derrière. Il saignait comme si c'était une poule qu'on a égorgée. Il dit, mais monsieur, regardez comment on me torture. J'ai dit, non, mais s'il vous plaît, qu'a-t-il fait pour subir ce châtiment? Le sous-brigadier réagit en oubliant son statut de gendarme, que non, nous sommes là pour tuer les opposants. Ça veut dire déjà qu'on nous avait appelés pour nous tuer. On nous a arrêtés pour nous tuer. Je veux que tous les Togolais comprennent comment notre pays est géré. Ce que nous subissons, ce pays qui doit nous protéger, nous tous équitablement. Voilà comment nous vivons. Les institutions des droits de l'homme, les institutions internationales qui normalement sont censées défendre chaque individu sans tenir compte de son rang social. La complaisance et la duplicité pour le cas atypique du Togo. C'est ça qui nous enfonce. Nous sommes restés là-bas dans des conditions ignobles, en slip, en plein armatan, dans les saletés, en face des excréments humains. Nous sommes restés là-bas. Durant 9 jours, le 31 janvier, on devait nous convoyer comme des moutons à la prison civile de Kara. La veille, on m'a fait sortir le lieutenant Thiam et le commandant pour me dire que non, ils vont appeler le ministre à Lomé. Ce qu'il dira, on saura. Ce serait notre sort. J'étais resté là-bas. À un moment donné, ils sont revenus tardivement. La façon dont ils m'ont regardé. Personne n'a encore eu le courage de me dire que voilà la décision. Quand ils m'ont fait ramener dans la cellule, j'ai compris que notre sort était déjà scellé. Et le lendemain, c'est la prison civile de Kara. Durant plus de 15 mois, dans des conditions les plus ignobles. S'il vous plaît, je tiens à dire aux gens, vous faites trop du mal à ce peuple. Un peuple patient, que vous révoltez toujours, que vous provoquez toujours. Un bâtard a du respect pour le marché. Le marché est sacré selon nos cultures. C'est dans ça que nous avons jeté, avec la seule intention que nous allons mourir en prison. Mais Dieu est grand, il reste toujours grand, proche des innocents. Vous dites que des présumés complices, sans jamais dire qui sont les auteurs. Et je voudrais profiter, saluer encore une fois un homme, Maître Tchasanté, cet avocat qui a pris sur lui notre sort, notre souffrance, nos pleurs pour nous défendre jusqu'à saisir la Cour suprême qui à la fin a dit non, on ne peut pas parler de présumés complices du moment qu'on ne connaît pas les auteurs. C'est une détention arbitraire, purement et simplement. Et nous avons été libérés. Avant ça, le 5 juillet 2013, le juge d'instruction a pondu une liberté provisoire pour nous. Le greffier amène. Devant nous, il reçoit un coup de fil que non, le procureur appelle. Il a projeté et il a fait appel. Ça s'est annulé. Il a fallu plus de 8 mois après avant qu'on ne nous libère. Voilà comment fonctionne notre État. Et je me rappelle si bien le juge d'instruction qui disait non, c'est des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre. C'est les gens. Monsieur Naboudia, courage. Les fils là finiront par se couper. Voilà l'impuissance de nos juges. L'impuissance de nos juges. Le juge est lié à des individus qui malheureusement n'ont même pas leur niveau d'études. Mais pour quelle raison? C'est eux seuls qui savent. Ils n'ont pas le pouvoir de dire le droit. Pourtant, la justice est censée être le socle de toute communauté, de tout pays, de toute nation. Quand la justice ne travaille pas, ça veut dire que l'État ou la nation a des lendemains noirs, sombres devant lui. C'est ça que nous vivons. Et je voudrais rappeler aux gens, quand vous mettez des innocents en prison, c'est toute une famille que vous déstabilisez. J'étais en prison. 6 mois juste, ils ont coupé, ils ont suspendu mon salaire. Je n'avais plus rien. En ce moment, ma femme était en chômage. Je donne cet exemple pour que les gens comprennent ce qui se passe quand vous emprisonnez des innocents. Ma femme m'a donné mon garçon que j'ai vu à peine 4 mois naître. Et après, je me suis retrouvé en prison. L'enfant était anémié. Il n'y avait plus les moyens. Elle sollicite un collègue qui prend ma femme, qui amène chez un de nos grands frères, qui a les moyens. Il va vers lui. Mais tenez-vous bien, c'était avec la seule idée de lui demander ne serait-ce 10 000 pour amener l'enfant à l'hôpital.
Ce monsieur a eu à lui dire que à l'instant que vous êtes rentré dans ma maison et comment c'est que c'est la femme de Nabouja, je risque d'avoir tous les problèmes. Ma femme est repartie avec ce monsieur et l'enfant entre leurs mains qui respirait à peine. Il a fallu que ma femme appelle sa maman qui était à l'église catholique. Et c'est là des bonnes volontés. Hein? Des prêtres étaient en séminaire. Et parmi eux, des gens ont dit pas question, on ne peut pas laisser l'enfant là mourir. Je tiens à dire merci aux gens. Hein? Certains vont t'abandonner, mais d'autres ne vont pas t'abandonner. Parce que tu te bats pour une cause noble. Et c'est là on a demandé à ma femme de courir, de quitter Kara pour venir à Bassa. C'est à Bassa qu'on a fait hospitaliser l'enfant pour le sauver. Et je vous dis aujourd'hui, à l'instant T, cet enfant a des problèmes pour s'adapter à l'école. Il a reçu des traumatismes énormes. C'est l'enfant là. C'était bizarre. J'étais en prison. Je ne l'ai pas vu grandir. Il me voyait seulement qu'en prison. Et à ma grande surprise, un jour, c'est devant moi il a prononcé son premier mot. Ce père qu'il n'a jamais vu à la maison, il m'appelle papa, à travers les parloirs. Papa, tout le monde était étonné. Il ne m'a pas vu à la maison. Mais le sang. Je voulais dire aux gens, vous faites trop de mal aux Togolais. Vous faites saigner les cœurs des innocents. Ce n'est pas de cette manière qu'on gouverne un État. Mettez-vous à la place des Togolais. En quoi vous êtes plus intelligent que les autres en prétendant diriger ce pays sans que les autres ne lèvent le petit doigt? En quoi vous êtes plus intelligent que les autres? Et surtout, si vous étiez assez intelligent comme vous nous faites croire, regardez l'état du Togo. Regardez le pays, ce beau pays transformé en calvaire. Dans nos préfectures, dans nos villes, rien, aucune trace de l'État, aucune entreprise, aucun projet, aucune usine. La jeunesse est abandonnée. Ceux qui devaient travailler pour nourrir nos populations. Et vous nous dites de se taire. Et je voudrais finir pour interpeller les leaders du CST. Nous étions 42 personnes inculpées diversement dans cette histoire. Mais jusqu'à ce jour, silence total. L'homme est coupable. S'il vous plaît, pourquoi vous vous taisez? Vous vous reprochez de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre dignité est où? Hein? Mes oncles Koli disent que Zembise, votre dignité est où? Votre dignité est où? Pourquoi ce silence? Pourquoi vous négociez votre liberté auprès des gens qui ne vous dépassent en rien? Qu'est-ce qui se passe pour ce pays? Pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi cette complicité? On ne meurt qu'une seule fois, mes frères. On ne meurt qu'une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Notre dignité est où? Notre dignité est où? Nous négocions notre liberté auprès des gens qui ne sont pas supérieurs à nous, comme si j'étais des dieux. Seul Dieu saura ce qui se passe. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais Dieu, un jour, nous saurons ce qui se passe. Pourquoi ce silence? Parce qu'aucun homme ne souhaiterait être privé de liberté, ne serait-ce en une journée, sans réclamer sa liberté, son innocence. Nous n'avons pas du kérosène. Nous ne travaillons pas à l'aéroport. Mais nous avons été en prison. On nous dit qu'on a utilisé du kérosène. Ça seul suffisait pour qu'on se lève comme un seul homme pour réclamer notre innocence. La réparation des victimes, qu'elles soient secondaires ou primaires. Nos papas, nos parents, nos mamans ont tout perdu. Des familles détruites, déboussolées. Mais on ne dit rien. On soulève le peuple qui nous fait confiance. Mais à la fin, devant les désastres, c'est silence de mort. J'interpelle tout le monde. Il n'est pas encore trop tard pour qu'on fasse de ce Togo un État qui protège tout le monde sans tenir compte de son rang social. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à l'intervention de M. Kolani. J'interpelle tout le monde à assumer pleinement ses responsabilités. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.